Bonjour à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. On se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois avec grand plaisir autour de l'Ordre de Veillel, le chapitre 1, La Fureur du Roi, de chez Paria Éditions, que vous connaissez maintenant très bien, je pense. Pourquoi j'ai envie de vous proposer une partie filmée de l'Ordre de Veillel, chapitre 1, La Fureur du Roi? Eh bien, parce que il y a ça une quinzaine de jours, ou 3 semaines peut-être maintenant, euh, sur la chaîne officielle de Paris Édition, il a été question d'une extension pour le chapitre 1. Une extension qui se composerait de 70 cartes à peu près, dont une grande quantité de cartes de salle, notamment, qui viendraient euh, un peu démultiplier les propositions que l'on trouve dans le deck de salle actuel. Vous savez qu'actuellement, il y a toute une programmation qui se fait en fonction des niveaux que l'on doit traverser en partant du premier niveau jusqu'au dernier niveau, après lequel on va rencontrer le boss. Eh bien là, voilà, Paria a repensé un petit peu cet aspect du jeu en injectant dans le cadre de l'élaboration de cette extension deux nouvelles salles avec deux nouvelles mécaniques et puis un système qui rendrait, euh, qui intégrerait davantage d'aléatoires dans la composition des salles. Donc ça peut être pas mal déjà pour renouveler le jeu pour ceux qui l'ont beaucoup écumé, ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai pas beaucoup joué, pas assez en tout cas à l'ordre de Veillel. Si j'ai fait 10 parties, c'est un grand maximum depuis qu'il est sorti, puisque je l'ai eu quasiment de suite. Mais toujours est-il que voilà, ça va amener pas mal de rejouabilité à ce niveau-là. Il y aura aussi des cartes d'objets, des cartes d'alchimistes, des cartes forgerons. Et puis, je crois qu'il est question de quelques cartes de monstres. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Alors, peut-être qu'il y aura des cartes spécifiques aussi d'événements qui vont avec les salles. J'en sais rien. En tout cas, voilà, il est question de 70 cartes à peu près, pour un prix assez modique, hein, parce que je crois qu'il est évoqué 10-12 euros, quelque chose comme ça. Donc pour alimenter un jeu de la qualité du chapitre 1, je trouve que c'est une bonne idée, quoi. En parallèle, alors, personnellement, je n'ai toujours pas franchi le pas pour acquérir le chapitre 2, mais ça ne saurait tarder parce que le fait d'avoir rejoué à la Fureur du Roi m'a donné envie quand même d'enrichir mon expérience en, en acquérant le chapitre 2. Je voilà, j'étais parti pour le faire et puis avec toutes les nouveautés, enfin voilà, du coup j'ai un peu différé mon achat depuis quelques temps. Mais ça ne saurait tarder, et de toute façon, j'en filmerai une partie, bien entendu. Alors, à propos de la partie filmée que je vais vous proposer aujourd'hui, je vais procéder de la manière suivante. Dans la mesure où, dans le chapitre 1 de l'Ordre de Veillel, on procède par run successif, qui implique que nos aventuriers vont commencer par parcourir le premier niveau puis le deuxième niveau, retourner au campement pour se reposer et effectuer des transactions auprès du forgeron, de l'alchimiste, faire tout un tas de, d'opérations qui va permettre de les renforcer. Eh bien, moi, je vais me servir de cette structure de jeu pour structurer aussi ma vidéo. C'est-à-dire que je vais faire un épisode par niveau, en gros. Donc, dans le premier épisode que je vous propose aujourd'hui, on va faire une mise en place rapide, sans trop de commentaires, des éléments à randomiser, bien sûr. On va mettre en place aussi les petits éléments et les caractéristiques principales des joueurs, enfin des personnages joueurs. Et puis, on se lancera dans la partie directement. À la fin du run, quand nos personnages auront fait leur phase de repos ou de campement, appelez ça comme vous voulez, eh bien, je mettrai fin au premier épisode. Et puis ensuite, je ferai un second épisode qui concernera certainement le premier niveau de difficulté ainsi que le deuxième niveau de difficulté. Ça constituera un deuxième épisode. Et puis un troisième épisode qui, lui, euh, sera spécifique au troisième niveau de difficulté ainsi qu'au combat du boss, à moins que cela s'éternise un peu et que je fasse un épisode spécifique pour le combat avec le boss.
Sachant que là, le boss que j'ai choisi, mais ce n'est rien d'autre, ce n'est personne d'autre que le roi Ureis, Beltram Ureis en personne, c'est-à-dire le roi du donjon, le, le boss, quoi, le propriétaire des lieux, le taulier. Et donc c'est lui qu'on va affronter à travers cette aventure aujourd'hui. C'est la première fois que je joue ce personnage, enfin ce boss. Je l'ai testé tout à l'heure avant de vous proposer, avant de filmer cette partie. Je me suis fait rouler dessus, donc on verra bien maintenant ce qui va se passer, sachant que j'ai gardé les mêmes personnages. Mais on va revenir là-dessus tout de suite après avoir mis les éléments aléatoires en place. Voilà, alors je vais mettre ici sa carte. Et puis on va mettre en place maintenant les éléments habituels. Donc déjà, alors il y a le deck d'alchimiste. Alors, nullement besoin de le mélanger puisque c'est un deck qu'on peut consulter à volonté et dans lequel on peut aller piocher comme on veut à condition de payer les objets à leur prix lors d'une phase de repos. Voilà. On a aussi le deck de forgeron. Alors je l'ai déjà mélangé plusieurs fois, mais alors il y a tellement de cartes et puis elle ne glisse pas très très bien, je dois dire. Moi je les sleeve en fait, déjà parce que je les abîme, et puis voilà, pour faciliter le mélange, parce que quand il y a beaucoup de cartes comme ça, c'est vraiment très difficile. Bon, je les ai mélangées, voilà, je refais un petit peu avec vous, mais de toute manière je vais couper, puisque vous savez que le forgeron dispose de 2 pioches différentes dans lesquelles on peut aller chercher des objets comme ça. Alors, on va les chercher au hasard, pas se cacher, mais au moins on a deux possibilités. Si un filon ne nous plaît pas, on peut essayer d'en trouver un autre. Et puis ainsi de suite, quoi. Voilà, il y a une défausse ici forgeron. Voilà pour les premiers éléments. Qu'est-ce qu'on a d'autre à mettre en place? Alors là-bas, j'ai tous les jetons du jeu. Ici, encore des jetons liés au plateau de personnages. Euh, Là, à droite, on va avoir tout le deck d'événements. Alors ça, il faut que je le mélange. Le deck d'événements, alors qui est composé notamment des... je ne sais pas si vous voyez très bien, j'ai un petit problème de lumière là sur cette partie. Et puis les cartes sont très très sombres. Donc le deck d'événements qui est composé donc, de toutes les cartes événements du jeu, hormis celles... Alors, il y en a quelques-unes qu'il faut retirer en solo. Voilà, c'est celle-là, c'est embuscade et porte dérobée. Voilà, c'est 4 cartes en tout. Il faut retirer. Et pour garder le même nombre de cartes, en fait, la règle prévoit qu'on injecte les événements spéciaux des autres boss, c'est-à-dire des boss qui ne sont pas le roi Beltram Ureis. Donc, eh bien, dans ce deck, on trouvera des cartes spécifiques d'autres boss qui viendront peut-être surgir lors de la partie. On verra bien. Voilà, donc ça, c'est le matériel du maître du donjon. Ça, ce sont les cartes spécifiques, donc 2 salles et événements du roi Ureis. Alors, je vous avoue que la carte événement, je pense qu'il faut que je la mette dans le deck événement. Par contre, la salle tombeau du roi, je ne sais pas pour le moment. Je crois que c'est la salle spéciale qu'on mettra en place lors du dernier niveau, enfin lors de la mise en place du dernier niveau. Donc l'événement, je vais le mettre dans le deck. J'ai un petit doute quand même sur ce point de règle. Je vérifierai entre 2 runs, mais bon, je pense que c'est ça. Voilà. Voilà pour les événements. Alors, on va voir aussi au niveau du démarrage de partie quels sont les éléments à isoler ou à récupérer pour ce premier run. On a ce côté tous les monstres. Alors c'est pareil, je vais les mélanger puis on tirera en dessous. Voilà, on prendra par dessous, hein. Comme ça on ne voit pas ce qui arrive. Et puis on est bon pour les éléments aléatoires. Pas grand chose.
Ça, c'est le jeton de joueur qu'on va mettre dans la zone de repos. Alors, je l'ai clipsé pour qu'on le voit mieux à la caméra. Voilà, qu'il soit vertical. Et puis maintenant, on va préparer le run, ainsi que les personnages. Alors, on commence par quoi? Eh bien, on va commencer par le run, c'est-à-dire mettre en place les différentes salles dans une composition bien précise. C'est-à-dire que, alors, je vais retrouver les règles du jeu. Alors, l'aide de jeu est au dos du manuel de règles, hein, donc on peut s'y référer. Alors, pour les six premières cartes, à savoir les 2 premiers niveaux, qui ne constituent pas un niveau de difficulté, on doit sélectionner 3 monstres. Alors, 3 monstres ordinaires. 1, 2, 3. 2 coffres uniques. 2 coffres uniques. Ah, non. C'est 2 coffres, pas 2 coffres uniques. Coffre unique, c'est autre chose. Voilà, 2 coffres. Et une salle vide. Voilà, une salle vide. Ok. Donc, pour la mise en place, pour les besoins de la mise en place, on mélange ces 6 cartes et on les dispose aléatoirement sur les emplacements, sur les 6 premiers emplacements qui vont constituer l'entrée du donjon. Donc allons-y, 6 premières cartes que l'on met en place. Je vais zoomer un peu, voilà. On profite un peu du plateau quand même. Voilà pour les 6 premières cartes. Le roi Urès est sur son trône pour le moment. Et c'est tout. Je vais d'ailleurs mettre... Non, ça c'est le tombeau du roi, on verra ça plus tard. Voilà pour la mise en place des premiers niveaux de donjon. Au niveau des événements, en principe, lors du premier run, on doit tirer une carte événement qui constitue la réserve théorique du maître du donjon et qui peut survenir si on fait un résultat de 5 ou moins lors d'un combat. La première fois qu'on fait ce type de résultat. Mais dans la mesure où on joue à 3 joueurs, on a un bonus qui est indiqué dans la règle aussi, voilà ici. Et donc, on prend une carte événement en moins. C'est-à-dire que pour le premier run, en fait, on ne va pas tirer de carte événement. Donc, ça nous avantage un petit peu. Donc ça, c'est pour la mise en place du run. Il est totalement prêt. Je pense que j'ai rien oublié. Ouais, je pense, hein, vraiment, on est bon. Les salles, les forgerons, l'alchimiste. Non, on est bien. Ensuite, on passe directement à nos personnages. Alors, pour cette aventure, j'ai sélectionné le barbare, l'assassine et l'érudit. Voilà, l'érudit jouant... alors à la base, je voulais un healer, mais j'ai pris l'érudit parce que j'aime bien déjà sa tronche. Et puis, voilà, j'avais envie d'un personnage un petit peu différent des 2 autres, hein, qui sont 2 jeunes, voilà, avec des capacités physiques bien affûtées. Lui, c'est plutôt l'intellect qui va primer dans ses choix et dans ses actions. Alors, on a le barbare. Alors, j'ai déjà récupéré sa dotation de départ pour le barbare. En début de partie, il dispose d'une hache légère qu'on va mettre dans l'emplacement d'armes à une main, puisque c'est une arme à une main, vous le voyez ici. C'est une arme qui permet d'utiliser la force comme caractéristique de test. Il a aussi une armure en croûte de cuir qui va lui procurer une défense de 2. Donc on va tout de suite aller chercher les petits jetons qui nous permettent d'intégrer les bonus sur le plateau. Donc défense de 2. Donc on a 3 en défense par défaut, plus 2, donc on passe à 5 pour l'armure. Et qui permet de réduire les dégâts de 1. Ça, je vais le chercher aussi, voilà.
Réduction des dégâts de 1 de la même manière, en dessous. Et donc son armure permet de subir un dégagement en cas d'attaque, enfin de touche de la part des ennemis. Voilà, ça c'est pour le barbare. Alors il est assez basique le barbare, il va tout jouer sur la force physique, hein, la force animale. En début de partie, il a 8 en force, donc ça c'est la caractéristique qui va nous intéresser le plus, 5 en dextérité, 2 en intelligence, 2 en foi. Voilà, et puis il a 8 en vitalité, 5 en endurance. Alors 8 en vitalité, c'est son nombre de points de vie, et 5 en endurance. Donc l'échelle d'endurance est sur la droite. Il a des capacités qu'on débloquera en fonction de son niveau d'évolution. Pour l'instant, il est au niveau 1. Donc, on ne parle pas des capacités qui vont se débloquer à partir du niveau 3. Ça, c'était pour le barbare. On ne va pas lui donner d'objets spécifiques pour l'instant. Enfin, d'objets d'alchimie ou d'objets qui se mettraient dans son sac à dos, on va dire. En tout cas, pas pour l'instant. On va passer à l'assassine maintenant. Alors l'assassine, elle est de niveau 1 aussi en début de partie. Mais je pense qu'on essaiera de débloquer ces niveaux 3 et niveau 5 assez rapidement. Parce que son niveau 5, notamment écran de fumée, permet de se sauver en cas de combat qui tourne mal. Donc c'est assez bien. Au niveau de sa dotation, de son matériel de départ, elle a 2 dagues. C'est-à-dire qu'elle a 2 dagues, 2 armes d'assassin. Donc qui sont des armes à une main, mais qui peuvent être utilisées concomitamment, à condition de débloquer son attaque sournoise de niveau 3, qui permet d'utiliser les 2 armes à la fois, sinon elle ne peut pas. On a des armes avec la mention arme d'assassin ici. Les tests sont basés non pas sur la force comme le barbare, mais sur la dextérité, et ça nous amène aux capacités de l'assassine, qui sont plutôt basées d'ailleurs sur la dextérité. En vitalité, elle a 5. On va mettre son petit jeton de vitalité à 5. En endurance, elle a 7. Alors, ce qui est bien, puisque ces capacités impliquent de dépenser de l'endurance. Ceux du barbare aussi, mais c'est vrai que je m'en sers moins. Et de toute façon, les réserves du barbare est assez peu développées, alors qu'elle elle a quand même une bonne barre d'endurance. Elle n'a pas de bonus particulier en début de partie, puisqu'elle a que 2 armes, elle n'a rien d'autre. On le voit ici à droite du plateau. Par contre, on va lui donner des choses, on va lui donner les objets d'alchimiste dont on dispose en début de partie. La règle nous donne un couteau empoisonné, parce qu'elle va en chasser sur ce slot-là, alors qu'on a aussi une bombe d'alchimiste, mais celle-ci sera confiée à l'érudit tout de suite après. Là, notre assassine est prête, justement, on passe à l'érudit, donc à qui on donne cette bombe d'alchimiste. En matériel de départ, il a un tome du débutant, donc c'est un pouvoir magique, enfin c'est un sort, quoi, qui est basé sur l'intelligence. Alors l'avantage, c'est que c'est une attaque à distance, hein, comparée aux armes de l'assassine et du barbare, qui sont des armes de corps à corps. Lui, il a une arme à distance. Ça, c'est précieux. On peut mettre ça dans arme ou... alors, c'est une arme à une main, on le voit ici. Donc, on va mettre ça là. Et puis, il dispose aussi d'une rune d'endurance supplémentaire qui va nous amener à ses scores de caractéristiques. Donc, en vitalité, il a 4 en début de partie, donc c'est assez peu. C'est un personnage avec une résistance physique très très limitée. En endurance, il a 7 par contre. Sachant qu'avec sa rune d'endurance, il monte à 8. En force, il a 4, en dextérité, il a 3, en intelligence, il a 8. Donc on voit les 2 points forts de ce personnage, endurance et intelligence. x4, défense 1, et puis réduction de dégâts, pour le moment, rien du tout. On est prêt, alors lui aussi, il est au niveau 1 en début de partie, bien sûr. Donc on lui met son petit jeton. Et il n'y a pas d'autre. Ah si, là j'avais oublié, endurance, on va lui mettre un petit jeton. Voilà, rune. Un petit bonus au niveau de la rune qui correspond à ça. Ok, là on est déjà prêt. Il nous reste à déterminer le défenseur. Bien sûr, ça va être notre barbare qui va passer devant. Et puis on va pouvoir pénétrer dans le donjon. Je jette un coup d'œil circulaire, voir si je n'ai rien oublié dans la mise en place. Non, les événements, on a dit que pour l'instant,
Ce n'était pas obligatoire, donc on va s'abstenir. Alors, autre précision quand on joue à 3 personnages joueurs, les boss ont moins 30 en points de vie, ça veut dire que le roi Beltramuris n'a pas 120 mais 90. Les monstres puissants ont moins 8. Ah non, je me suis trompé. Non, non, nous on est à 3 joueurs, donc les boss ont moins 20. Les monstres puissants ont moins 5 en vie. Et donc on est à moins 1 en carte événement. Voilà, donc ça il ne faut pas que j'oublie. Le moins 20 et le moins 5 dans le cas des monstres puissants ou des boss. Voilà, bah c'est bon, on peut se jeter dans l'aventure immédiatement. Bien, alors la première chose à faire quand on s'apprête à pénétrer dans les entrailles de, de ce site caverneux, c'est qu'on doit choisir une des ailes du donjon, donc soit l'ouest, soit l'aile centrale, soit l'aile est. Moi j'aime bien passer par l'aile centrale, donc on y va. Je vais passer par là, on va voir si on tombe sur un comité d'accueil ou pas. Donc pour découvrir cela, eh bien, on va simplement révéler la première carte salle. C'est parti. Bien, là c'est une salle coffre. Alors, ouvrir le coffre coûte 3 cristaux et permet au joueur de piocher 2 cartes chez le forgeron. Alors ça aurait été super. Seulement, on n'a pas 3 cristaux, donc cette, cette salle va nous être totalement inutile. Mais en même temps, eh bien, c'est du temps de gagner. Alors moi, je préfère tomber sur des monstres en général quand on démarre, comme ça me permet d'emmagasiner des cristaux, donc la monnaie du jeu, mais bon, bah, c'est pas le cas maintenant. On peut poursuivre notre chemin. On va avancer. Alors, quand on franchit une étape, on peut regagner une endurance éventuellement si on les a dépensés. Par contre, en aucun cas, on peut dépasser son score en cours. Donc là, ça veut dire que mes personnages n'ont rien fait, donc ils n'ont rien dépensé en termes d'énergie. Donc on ne gagne pas de points d'endurance. On va procéder de la même manière. Et on va voir. Yes! Donc là, il y a un comité d'accueil. Il n'était pas au rez-de-chaussée, mais il est au premier niveau. Donc ce sont des monstres normaux qui nous attendent. Lancez un D6 pour déterminer le nombre de monstres qui ne peut dépasser le nombre de joueurs. Ah, d'accord, ça je m'en souvenais pas. Mettez un nombre maximum si un joueur est niveau 5. Ok. Alors, nous on est 3, donc il ne peut pas y avoir plus de 3 monstres. On va lancer un D6. Alors oui, j'ai un petit problème avec mes D6, c'est que je les ai oubliés, donc j'en ai qu'un. Je ferai avec. Alors voilà, 4. On obtient un 4, ce qui signifie qu'il y aura 3 monstres qui vont nous accueillir dans cette salle. Alors 3 monstres, je vais recouper, voilà, et puis on va piocher. 1, c'est une goule d'abord. 2, ce sont des araignées. Et 3, un chien corrompu. Donc voilà le comité d'accueil. Alors, comment les mettons en place? Tout ce qui est spécial, ça se met derrière. Les forces de frappe, ce sont finalement des créatures qui se mettent, enfin standard quoi. Donc on va le mettre devant. C'est ce qui est préconisé par la règle. C'est ce que j'aime bien dans l'ordre de VIL, c'est que les règles sont assez ouvertes, c'est-à-dire qu'on a toujours la possibilité de choisir l'ordre finalement qu'on souhaiterait voir apparaître. Moi, je me cantonne à la règle parce que j'aime bien que le jeu m'impose des contraintes et que j'essaye de les surmonter, mais voilà, on peut tout à fait changer la disposition sans que la victoire ne soit mise en jeu. Donc on va mettre le chien corrompu en premier. Alors ça se passe de la manière suivante. En fait, la créature qui est en contact avec nous, la première, est celle qui est située à gauche, là, sur la ligne que je suis en train de construire. Donc ensuite, on a les araignées et la goule. Alors, les araignées et la goule, ils ont tous les deux des capacités spéciales, donc de toute façon, ils sont à peu près à distance équivalente. C'est l'ordre qu'on devra respecter pour les tuer, à moins qu'on ait utilisé des armes de jet. Là, ce qui nous permet de cibler n'importe quelle créature dans n'importe quel ordre. Mais au corps à corps, on ira de gauche à droite. Notre premier combat est paramétré, on n'a plus qu'à se lancer. Le roi Uraïs observe ça
par magie depuis son trône, d'un regard amusé, mais attentif malgré tout. À l'ordre de Veillel, ce sont les joueurs qui commencent à attaquer. Alors, qui va attaquer en premier? Je pense que c'est l'érudit qui va lancer un sort à distance. Il va lancer un sort à distance. Alors, je crois que je vais viser les araignées. Pourquoi? Parce que ce que j'ai vu, voilà, elles infligent 2 points de dégâts et infligent poison 1. Alors, le poison, le problème, c'est que en fait, on perd un point de vie. Enfin, en tout cas, celui qui se voit inoculer le poison perd un point de vie par tour. Donc, ça peut être vraiment gênant. Donc, on va utiliser l'arme à distance du sort du tome du débutant pour viser ces araignées. C'est un test basé sur l'intelligence. Il a 8 en intelligence en début de partie. J'ai mis ça à l'envers. 8 en intelligence, donc. Pour réussir à toucher les araignées, il faut obtenir un résultat cumulé du jet de dés plus du score de caractéristiques appelé par l'équipement qu'on utilise. Et il faut que ce résultat soit supérieur à celui du défenseur. Allez, on est là. Donc 8 et 13, ça fait 21. Et les araignées, elles ont 6 en défense. C'est vraiment un problème de lumière. 6 en défense. Et elles font 6 et 6, 12. Donc on les touche. Le tome des débutants est assez puissant comme sort, puisqu'il inflige 4 points de dégâts. Or, les araignées n'ont aucun bouclier, aucune capacité à résister à nos attaques. Donc il n'y a pas de réduction de dégâts. Donc comme elles ont 0 et 3 points de vie, eh bien, on les détruit. On les élimine d'entrée de jeu. Le tour d'un joueur se limite à une action. Donc là, dans la mesure où il a attaqué, son tour est terminé. Je vais laisser le dé sur sa fiche pour m'en souvenir. On passe aux autres personnages, donc je ne sais pas encore qui je vais combattre. Qu'est-ce qu'il a lui? Il ignore la réduction de dégâts. Et il a 5 dégâts. Oh, le chien, c'est 8 dégâts, hein, par contre. Ouais. Donc ouais, on va taper sur le chien d'abord. Alors, c'est l'assassine qui va commencer. Alors, elle peut utiliser une dague. Pas terrible, hein. L'assassine, elle peut utiliser une dague pour infliger 2 points de dégâts. Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Elle peut jeter son couteau empoisonné, sinon. Ben, c'est ce qu'elle va faire. En fait, elle va jeter le couteau empoisonné sur le chien corrompu, ce qui va lui infliger 4 points de dégâts sur 3 tours. Sachant que le chien empoisonné a 3 points de dégâts et pas de points de résistance, que lorsqu'on utilise le couteau empoisonné, c'est une attaque qui réussit automatiquement, et bien le chien corrompu est détruit directement. Par contre, on défausse notre couteau empoisonné, il ne peut pas être récupéré maintenant. On verra ça plus tard. Donc là, le chien, hop, est éliminé. Alors c'est ce que j'aime dans ce jeu, c'est que voilà, les règles sont sans esbrouf, hein, il n'y a pas de... Il n'y a pas de complications inutiles, on n'est pas dans un jeu de manipulage game, que j'adore aussi, mais l'esprit est très différent. Comme elle a jeté son couteau empoisonné, elle a fait son action, le tour de l'assassine est terminé, on va passer au barbare. Le barbare se retrouve face à la goule. Alors la goule, elle a 5 points de vie, sachant que le barbare ne peut infliger que 3 points de vie. Donc elle va répliquer, je pense. Maintenant, c'est pas une créature très à droite en combat, donc on a quand même des chances de résister un petit peu. Alors allons-y pour l'attaque du barbare. Il utilise sa hache légère qui va lui permettre d'effectuer un test basé sur la force. En force, il a 8. Donc 8 plus 9, donc on est à 17. Alors que la défense de la goule est à 5. 5 et 9, 14. Donc en fait, le coup du barbare porte. Et on inflige 3 à la goule puisqu'elle n'a aucune réduction de dégâts. Donc pour symboliser ça, moi je mets des petits cubes jaunes devant la créature, sachant que je n'ai pas mes cubes rouges. J'ai dû les laisser dans une boîte et je les retrouve plus. Il faut que je cherche dans tous mes jeux. Voilà, donc ce sera des cubes jaunes.
Donc voilà pour la goule, elle a mangé chaud, mais elle est toujours debout, donc c'est à elle de contre-attaquer. Ça se passe de la même manière. La goule lance un dé, sauf que son attaque est de 5. Donc c'est 5 plus 3. Hein. Elle fait une attaque assez naze. Donc j'espère qu'on va réussir à se défendre. Nous on défonce, on a 5. Et on obtient un 18. Donc 18 et 5, ça fait 23. Donc le coup ne porte pas. Et l'attaque de la goule est inefficace. Heureusement, parce qu'elle ignore les réductions de dégâts. Donc elle traverserait notre armée. C'est un nouveau tour et c'est l'érudit qui va attaquer. Ouais, il va attaquer à distance. Donc il va faire un test d'intelligence. Donc lui, en intelligence, il est à 8. 8 plus 18, donc 26. En défense, elle a 5. 5 et 5, 10. Donc en fait, eh bien, le sort du tome de débutant inflige 4 dégâts à la goule. Il lui restait 2 points de vie. Donc la goule est détruite. Yes. Voilà une première incursion dans l'antre du roi Ureis, rondement menée. Cette salle a été explorée avec succès. Donc maintenant, on va pouvoir récupérer du loot et des récompenses en fouillant les pièces. Alors comment ça se passe pour se remémorer un peu les choses? Eh bien, on a vaincu 3 créatures, 3 monstres de type ordinaire, donc on gagne déjà systématiquement 2 petites gemmes noires par créature. Donc là, on va en gagner 6, 2, 4, 6. Alors, tout est mis en commun, c'est pas donné à un seul personnage. Et on va également aussi pouvoir lancer un dé, 6, pour chaque créature, sachant que sur un résultat pair, on aura le droit de piocher deux objets que l'on aurait trouvés sur les lieux dans la pile du forgeron. Si on obtient un résultat impair, eh bien on ne pioche rien du tout. Donc première créature, on en a 3. Première créature, c'est un 5, on ne trouve rien. Deuxième créature, encore un 5, on ne retrouve rien. Troisième créature, c'est un 2, donc là on peut piocher 2 objets. Et on trouve, alors ouais, 2 objets. Une rune majeure d'intelligence, qui donne intelligence x2 d'une valeur de 3. Ça va intéresser l'érudit. Sachant qu'il a déjà une rune d'endurance, donc il va falloir choisir, mais je pense qu'on va lui donner la rune d'intelligence majeure. Et un coup cri d'Orcal qui inflige 5 points de dégâts et qui est une arme d'assassin. Par contre, il nous faut une dextérité de 10, ce qui signifie que même si ça va intéresser l'assassine, elle n'a pas une dextérité qui lui permet pour l'instant de l'utiliser. On va quand même le mettre de côté. Voilà pour les loots. Alors, pour la rune majeure, je vais enlever la rune d'endurance et à ce moment-là, je vais la donner. Alors oui, avec tous nos loots, pardon, on va retourner à la zone de repos. Voilà, on a fini notre première exploration. On peut ressortir pour l'instant du donjon afin de réfléchir à la suite et puis de s'organiser dans notre équipement et dans nos stratégies à venir. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir regagner les environs de l'échoppe du forgeron et de l'alchimiste notamment. En ce qui concerne nos trouvailles, la rune d'intelligence majeure, je vais la confier à l'érudit, ce qui signifie que là, il perd 1 en endurance, donc il redescend à 7. Par contre, il va avoir 2 en intelligence. Donc 2 en intelligence, ce qui signifie qu'il passe à 10. Alors c'est une rune, voilà, il passe à 10 déjà. La rune d'endurance, on va la donner à l'assassine, qu'elle a un emplacement disponible, ce qui fait qu'elle récupère 1 point d'endurance ici. Donc ça, on a le droit de faire autant de switch qu'on veut. 1 d'endurance, et c'est lié à une rune également. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? Le kukri. Alors le kukri, elle ne peut pas le porter actuellement parce qu'elle n'a pas assez. Alors c'est quoi dextérité? Il lui faudrait 10 en dextérité, elle a 8. Pour le moment, elle n'a pas la possibilité de le porter, donc on va le laisser de côté.
et on va voir ce qu'on va faire comme manipulation pour lui permettre d'exploiter cette arme le plus vite possible. Pour l'instant, le barbare, lui, n'a rien gagné. Mais, puisqu'on est de retour au campement, on va pouvoir aller chez l'alchimiste pour éventuellement racheter un objet. Alors, par exemple, moi j'aimerais bien racheter un couteau empoisonné. Ça coûte une gemme. Et donc, on va dépenser une gemme pour racheter un couteau empoisonné, parce que ça inflige quand même pas mal de dégâts, et c'est une solution d'arme de jet pour l'assassine. J'aime bien cette solution. On n'a pas dépensé la bombe d'alchimie, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il y a pas mal de trucs, et puis on a 5 gemmes encore là-bas. La bombe à fragmentation, ça coûte 2, c'est assez cher. S'il y a un autre couteau, pourquoi pas. Alors, il y a pas mal de choses, hein, mais après on ne peut pas tout acheter. Oui, il y a un autre couteau et c'est 1. Donc éventuellement il y a une autre bombe d'alchimie. Alors, je vais laisser le couteau pas loin, voir si on peut l'acheter ou pas. Mais je suis pas sûr encore. Donc, je vais le laisser à portée de main. Voilà. Pour le moment on en a acheté un contre une voilà, qui est là, contre une gemme. J'aimerais bien qu'on fasse progresser l'assassine en dextérité. Pour ça, il va falloir lui faire passer les niveaux. Comment fait-on? Eh bien, pour passer les niveaux, c'est simple. Voilà, on applique ce barème. Pour passer du niveau 1 au niveau 2, il faut dépenser une gemme. Donc, on a 5 gemmes, on dépense une gemme. Et n'importe quel personnage peut passer du niveau 1 au niveau 2. C'est ce qu'on va faire pour l'assassin. Enfin, l'assassine, c'est une femme, elle passe au niveau 2. Comme elle passe au niveau 2, elle gagne un point de caractéristique à injecter dans le score de la caractéristique de notre choix. On va lui donner en dextérité. Donc là, niveau, on voit, hein, tac, niveau. Je vais zoomer. La colonne niveau, donc dextérité, elle passe de 8 à 9. Seulement, c'est pas suffisant pour utiliser son coup prix, et de toute manière, elle va quand même beaucoup baser ses attaques là-dessus. Donc, on va continuer à faire progresser puisqu'il nous reste des gemmes. Pour passer du niveau 2 au niveau 3, eh bien, il faut dépenser 2 gemmes. Il nous en reste assez, donc on va dépenser encore 2 gemmes noires. Hop, là. Ce qui va permettre une nouvelle fois à l'assassine de progresser. Elle est un peu privilégiée par rapport aux autres et elle passe au niveau 3. Du coup, eh bien, j'ai encore un point à répartir dans ces caractéristiques. Je vais l'utiliser pour lui donner un deuxième point bonus lié au niveau en dextérité. Elle a désormais 10, ce qui signifie qu'elle peut utiliser son coup cri. Donc elle va le prendre en main à la place d'une dague. Alors comme ce sont des armes d'assassin, elles peuvent être utilisées simultanément à condition de faire une attaque sournoise, et l'attaque sournoise est débloquée au niveau 3. Donc voilà comment on a déjà stuffé de manière assez efficace cette assassine. Par ailleurs, on a une dague là qui ne nous sert à rien, alors on a le choix. Soit on la donne à l'érudit, mais je pense pas qu'il fasse beaucoup de corps à corps, soit on la revend au forgeron pour récupérer une gemme, et c'est ce qu'on va faire. On va tout de suite la vendre au forgeron. Lui, de toute façon, quel que soit le coût d'un objet, enfin le prix d'un objet, il le reprend pour une gemme. Voilà, donc, ce qui signifie que là, on a 3 gemmes pour l'instant qu'on peut utiliser. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va regarder un petit peu ce que nous propose le forgeron dans son magasin. Et quand on retourne au camp, eh bien, on a le droit de dévoiler 5 cartes du forgeron qui sont à la vente. Voilà, c'est fait. Donc 5 cartes qui sont à la vente. On a un cathare d'assassin qui coûte 1. Alors ça peut être pas mal pour l'assassine, justement. En plus, 1, c'est pas très cher. Dextérité 5, force 3, elle a combien en force? Parce qu'il y a des conditions. Ah d'ailleurs, j'ai pas regardé pour le kukri. Le kukri d'Orcal, c'est 3 en force, donc c'est bon, et 10 en dextérité, donc elle a bien les conditions. Il y a aussi la lame enflammée qui peut être utilisée avec 9 en force et 6 en dextérité. Il a combien en force, lui?
Et la cuite. Et ça inflige combien de dégâts? Ouais, par contre, c'est beaucoup de dégâts. Ouais, ça coûte combien ça? 3. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal du tout, parce que le coup il inflige déjà 5. Donc c'est plus que le cathare d'assassin. Ouais, donc je vais laisser tomber le cathare d'assassin. On va vendre la hache. Ouais, on va vendre la hache, on va même pas hésiter. Donc pour 1 de plus. Voilà, c'est toujours un peu des comptes d'apothicaire, hein, c'est du troc à la boutique, mais ça permet quand même de récupérer des bonnes armes. Donc la lame enflammée euh, peut être récupérée à condition d'avoir 9 et 6. 9 en force et 6 en dextérité. Ah oui, mais le problème c'est qu'il a 8 en force et 5 en dextérité. C'est pas suffisant. Ça c'est embêtant ça. Alors sinon, je ne vends pas la hache maintenant. Je vais vendre la dague. Ah bah non, j'ai des. Non, non, je vais pas vendre la dague du tout. Qu'est-ce que je vais vendre? La rune d'endurance? Ouais, je m'en fous. Allez, je vends la rune d'endurance pour récupérer une gemme. Ah, je l'ai déjà mise, hein. Donc je vends la rune d'endurance. Donc je suis à 4 gemmes. Je vais récupérer la lame enflammée. Pour le moment, je ne peux pas la donner au barbare, mais il va la mettre de côté. Que 7 points de dégâts, c'est énorme, hein, ça en début de partie. 7 points de dégâts, et puis donc on dépense 3 gemmes. Il va rester une gemme qui va permettre de passer le premier niveau du barbare. On va acheter le premier niveau. Voilà. Donc contre une gemme. Ce qui fait que le barbare passe au niveau 2. Je ne vais pas y arriver. Le barbare passe au niveau 2. Bon, je dépense la gemme. Voilà. Le barbare passe au niveau 2. Hop. Et donc ce passage de niveau lui donne un point supplémentaire où je veux dans n'importe quelle caractéristique. On va lui donner un point de plus en force, donc il passe à 9, c'est-à-dire que là il a une des capacités nécessaires à l'utilisation de la lame. Si je vends la hache, j'aurai un deuxième, une deuxième gemme, mais il m'en faudrait une autre, à moins que je vende la dague, hein. Ouais, c'est un peu chaud quand même de vendre la dague, j'aurais pas dû acheter le couteau, mais bon, le couteau ça peut être déterminant. Comment je vais faire? Non, bah tant pis, tant pis, on va laisser comme ça. Bon, le reste, c'est beaucoup. Bah, c'est 2. Malédiction incandescente, faut x7. Érudit, il a 4 en fois. La x9, c'est trop. x11, on oublie. Le cathare d'assassin, on a mieux. Même si ça aurait pu. Ah, quoique, ça peut remplacer avantageusement la dague. Parce que la dague coûte 1. Et le cathare d'assassin coûte 3. Donc, ce qu'on va faire, on va vendre la dague au forgeron. Il nous donne une gemme. Et à la place, je prends le cathare d'assassin, que je donne immédiatement à l'assassine, justement, et ce qui veut dire qu'elle a bien renforcé ses capacités. Il lui fallait une dextérité de 5 et une force de 3, elle les a sans problème. Donc elle va pouvoir utiliser ces deux armes concomitamment grâce à son attaque sournoise. Si elle n'utilise pas son attaque sournoise, elle ne pourra utiliser qu'une des deux armes. Ok, bon par contre, voilà, je ne peux pas acheter le niveau manquant du barbare. Je pense que là, notre marché est terminé. On va, alors, ces objets sont défaussés et ne seront pas rencontrés de la partie, hein, à moins qu'on épuise totalement le marché du forgeron, mais il y a peu de chance. C'est pour ça que je voulais absolument acheter cette arme, parce elle est puissante, hein. Pas sûr qu'on puisse en retrouver une tout de suite, donc je préférais la récupérer. Il me manque un en dextérité. Voilà, la séance de repos est terminée. Il nous reste juste une chose à faire, c'est de
prendre les cartes révélées ce tour, récupérer des cartes sans les révéler d'un nombre égal au nombre de joueurs, de les remélanger, parce que la corruption envahit le donjon, et donc celui-ci s'étire, se contracte, et change de configuration, donc on ne sait plus où sont les salles exactement. Et donc on va redisposer ça, comme ça, au hasard, regardez. Et puis on va préparer le prochain run, c'est-à-dire qu'on va disposer les cartes du prochain niveau avant de nous lancer dans l'aventure. Alors, le prochain niveau, ce sera le niveau de première difficulté. Ce niveau est constitué d'une liane corrompue, d'un monstre puissant et d'une salle piégée. Avec le roi Uréis, c'est pas le monstre puissant qu'on va utiliser, mais une carte spécifique de la salle du trône. On va voir comment elle fonctionne. Monstre puissant, je vais la garder de côté parce qu'on pourra éventuellement s'en servir. J'avais dit quoi Liane corrompue, oui, on va le garder aussi. Et salle piégée. Salle piégée, je ne l'ai pas vu. Énigme, salle de repos, salle piégée, voilà. Donc ce qu'on fait, à part monstre puissant qu'on va mettre là, eh bien, les trois cartes vont être mélangées. Voilà. Et on les dispose sur le plateau sans les consulter. Ça, on ne sait pas exactement où sont les épreuves. C'est la première difficulté. Il nous reste une ultime chose à préparer. Comme on est 3 et que on passe au niveau de première difficulté, donc il y a 9 cartes dans le donjon, 3, 6, 9, eh bien on doit piocher 2 cartes événements. 2 cartes événements, moins une, donc une carte événement, qui pourront jouer contre nous. Alors je vais couper et je vais prendre celle-là, voilà. Et donc une carte événement qui pourront éventuellement jouer contre nous si jamais un combat devait mal se dérouler. Cette fois, on a terminé. Alors ça, par contre, je ne l'ai pas utilisé, le couteau. On va le ranger. Là, on a totalement terminé le tour. On a reformé la prochaine configuration du donjon pour le nouveau run. Nos personnages se sont déjà bien stuffés, hormis l'érudit qui, lui, est resté un petit peu en retrait cette fois-là. Mais bon, il est quand même déjà assez puissant, on s'en est rendu compte. Alors si, ouais, il a quand même pris une rune majeure d'intelligence. Je lui ai bien mis l'intelligence, ouais, c'est bon. Donc c'est bien, on a eu un tour quand même assez fructueux pour voir qu'on a tapé dans 3 monstres uniquement, c'est pas mal du tout, je suis assez content. Ça met fin à ce premier épisode de cette nouvelle partie de l'Ordre de Veliel, chapitre 1. Je vous retrouve très très vite pour le second épisode. En attendant, portez-vous bien. Je vous souhaite une belle soirée. Salut!